cet atelier de travail au niveau collège, donc fin de cycle 4, c'est-à-dire plutôt pour les élèves de 4e, 3e. Alors, si vous êtes élève de 5e, vous pouvez rester, ne nous quittez pas, mais le travail sera plutôt adapté pour des élèves de 4e et 3e qui ont déjà quelques notions de ces deux théorèmes. Et donc, je vais peut-être pas aller dans les détails de ce qu'on peut voir en fin de 3e autour de ces théorèmes, mais essayer de passer plus de temps sur les notions que l'on voit dès la 4e et qui sont communes en ce milieu de cycle 4. OK. Alors, écoutez, comme d'habitude, alors pour ceux qui ont l'habitude, on va fonctionner avec le chat pour poser vos questions et y répondre. Nous avons Marine de chez Casio Éducation qui est là pour nous donner un coup de main pour que je ne rate aucune des questions. Donc merci à toi Marine déjà de ton assistance cet après-midi. Et à tous les nouveaux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou par le passé, bienvenue à vous et on va essayer de faire des mathématiques plaisantes et puis en espérant que vous sortiez de cette séance mieux armés que vous ne l'étiez et puis que surtout que vous allez passer un bon moment. Alors, en classe, j'ai l'habitude de débuter mes séances par des petites questions flash. Alors, vous connaissez certainement le concept de la question flash. Donc, 3 petites questions et une réponse rapide. Donc, je vous laisse 2 minutes pour répondre à la question. Donc, on a 3 situations et pour chacune de ces situations, j'aimerais que vous m'indiquiez à quel théorème ça vous fait penser et quel théorème vous utiliseriez pour calculer la longueur du segment AB. Donc allez-y dans le chat, donnez vos réponses. Ne copiez pas, hein. L'idée, c'est que chacun se fasse son idée. Donc, alors théorème de Thalès, il faut me le dire pour quelle situation, hein. On a 3 situations, la 1, la 2 et la 3. Donc la situation 1, ça correspond théorème de je ne sais quoi. Situation 2, théorème de je ne sais quoi. Situation 3, pareil. Allez-y. Alors, plusieurs informations qui sont proposées. Un théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. Ça tombe bien parce que c'est le thème de l'atelier, donc il y a de fortes chances qu'on parle de ces théorèmes-là. Situation 3, théorème de Pythagore. Alors, OK, très bien. Alors, pour faire simple, le théorème de Pythagore, on va l'utiliser quand on a un triangle rectangle et qu'on connaît deux longueurs de ce triangle. Donc très bien, pour la situation 2, je pense que le théorème de Pythagore est tout à fait adapté. Pour l'utilisation du théorème de Thalès, il faut être dans une situation qu'on va appeler théorème de situation Thalès, donc c'est-à-dire 2 droites séquentes et coupées par 2 droites parallèles. Alors dans la situation 1, on a bien 2 droites parallèles avec les 2 droites qui sont perpendiculaires à BJ. Et donc on connaît finalement 3 longueurs sur 4 longueurs possibles dans les rapports de Thalès qu'on verra plus tard. Et du coup, effectivement, dans la situation 1, le théorème de Thalès va nous permettre de calculer la longueur AB. Donc là, l'idée, c'est pas de les calculer, hein. On va juste voir rapidement d'un coup d'œil comme ça vers quel théorème on va s'orienter. Dans la situation 3, malheureusement, on ne va pas pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Alors, on est bien dans la même configuration que dans la situation 1, avec des droites séquentes en B coupées par 2 droites parallèles. Mais malheureusement, on n'a pas assez d'informations. Effectivement, Yacine, c'est la trigonométrie qui va nous sauver dans ce triangle-là, puisqu'on connaît dans le triangle rectangle ABC, on connaît un angle et une longueur. Et le côté AB, c'est le côté hypoténuse. Donc on connaît le côté adjacent à l'angle et
on cherche l'hypoténuse de cet angle, donc on va faire appel à une des formules de trigonométrie. Alors, qui se rappelle de la formule qui faisait intervenir le côté hypoténuse et le côté adjacent de l'angle? Perdu, c'est pas le sinus, c'est pas le cosinus. Ah bah voilà, on a trouvé. Si c'est pas le sinus, c'est pas le cosinus. Bah si, qu'est-ce que je raconte? C'est côté adjacent et hypoténuse, donc oui, c'est bien sûr le cosinus. J'allais un peu vite là. Oui, effectivement, donc vous connaissez le côté adjacent, on cherche l'hypoténuse, donc c'est la formule du cosinus qui dit que cosinus d'un angle est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Très bien. Donc voilà, j'allais vous induire en erreur. Donc situation 1, théorème de Thalès, situation 2, théorème de Pythagore, situation 3, la trigonométrie. Alors, aujourd'hui, on va travailler uniquement les 2 premiers théorèmes et la trigonométrie, ben, on essaiera de peut-être dans une prochaine, session, atelier, formation, on pourra, aborder cette notion de trigonométrie qui n'est pas une notion toujours facile. OK, alors un petit peu d'histoire. On va commencer par, Pythagore. Alors souvent Pythagore est né en -569, donc ça fait quelques années, hein. Il a fondé l'école pythagoricienne en Italie et en fait, bah, c'est pas lui qui a découvert le théorème de Pythagore. En fait, on appelle ça théorème de Pythagore, le fameux théorème que vous connaissez, AB au carré égale AC au carré plus CB au carré, me dit Pascal. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ce théorème, voilà, on a donné le nom de Pythagore à ce théorème simplement pour, rendre hommage à Pythagore. Parce que ce théorème de Pythagore était déjà connu par les Chinois et les Babyloniens 1000 ans avant. Donc, ça faisait déjà un moment que cette égalité de Pythagore, était connue. Évidemment, ils ne l'appelaient pas égalité de Pythagore. Donc, ça c'était pour le côté historique. Alors à l'école, votre professeur vous a certainement demandé comme trace écrite d'écrire quelque part, que le théorème de Pythagore, ça se travaille dans un triangle rectangle et que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Alors, vous l'avez écrit comme ça ou d'une autre façon, dans l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il nous faut un triangle rectangle et dans ce triangle rectangle, on a une égalité. L'égalité, c'est la longueur de l'hypoténuse qui est égale à la somme des 2 autres carrés. Donc, si on a un triangle comme ça, ABC, rectangle en A, si A, c'est la longueur AB, B, la longueur AC et C, la longueur BC, on dira que le nombre C au carré est égal à A au carré plus le nombre B au carré. Ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Alors, ceux qui ont l'habitude de venir aux séances, que j'ai la chance d'animer pour Casio Éducation, savent que j'aime bien, travailler sur des cas concrets, des résolutions de problèmes. Donc, je vais vous proposer, un petit problème, sympathique. Un funambule a effectué une traversée entre 2 tours sur un câble incliné. Le câble est positionné comme sur la figure ci-contre. Quelle distance le funambule a-t-il parcouru sur le câble? Alors, je vous laisse observer la figure. Je vous laisse réfléchir en quoi, ici, le théorème de Pythagore pourrait intervenir, dans quelle situation. Et puis ensuite, on va essayer de procéder au calcul. Mais déjà, réfléchissez bien. Est-ce que vous voyez une situation où on peut appliquer le théorème de Pythagore? Et bah, faites un petit schéma. Complétez votre schéma avec les longueurs que vous connaissez et puis essayez d'écrire, l'égalité de Pythagore, que l'on pourrait obtenir. Donc là, je vous laisse une petite minute pour, faire tout ça. Petit schéma, petit calcul. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Je suis vraiment
Je préfère qu'on ne traite pas tout ce que j'ai préparé cet après-midi, mais que l'on traite les choses que l'on fait ensemble correctement et qu'on réponde à toutes les questions, plutôt que de tout traiter, puis d'avoir perdu la plupart d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. Si je peux, j'y réponds de suite. Si je peux pas, j'y réponds un peu plus tard. Mais dans tous les cas, je répondrai à l'ensemble des questions. Alors, dans la figure, on visualise un triangle rectangle. Est-ce que tout le monde voit ce triangle rectangle? Moi, j'arrive à bien imaginer que le funambule, il se promène sur le côté BC. Donc, j'ai dessiné un petit triangle ABC. Donc, notre funambule, il est là sur l'hypoténuse BC. Et on aurait un côté AB et un côté AC. Et du coup, effectivement, en faisant le calcul que Pascal propose, BA, ça va être la différence entre 225 et le 174, la différence de hauteur entre les deux bâtiments. Donc le petit a, ça va être la différence entre les hauteurs des deux bâtiments. Effectivement, 51. Alors, quelle unité? À préciser. Et A, la distance AC, ben, ça va être la distance entre les deux bâtiments. Ouais, 51 mètres. Donc, on connaît A, petit a, Pascal nous a dit 51 mètres. Fabienne nous a dit 51 mètres. Petit b, 139 mètres. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la distance que parcourt le funambule. Donc, on cherche petit c. Donc, typiquement, voilà, une application du théorème de Pythagore dans une situation problème. Et là, on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABC, puisqu'il est rectangle en A, et écrire que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Et on va remplacer avec les données qu'on connaît. Donc, je vous ai rédigé ça. Alors, également, information importante, c'est pas la peine de tout recopier. Ce document que j'ai préparé pour vous, pour l'animation de cet atelier cet après-midi, je vous le transmettrai par messagerie. Donc, Marine, à la fin de cette séance, vous enverra à tous ceux qui étaient présents cet après-midi le document support et du coup, vous pourrez reprendre les exercices, les décortiquer et voir peut-être reprendre certaines parties qui vous semblaient plus compliquées. Donc, si dans une situation comme celle-là, ce qu'on demande aux élèves, c'est de toujours reproduire un schéma. Alors, vous pouvez faire votre schéma à main levée et il est très important de toujours représenter ce que l'on a compris. Représenter fait partie des 6 compétences mathématiques que l'on évalue en tant qu'enseignant au collège. Et donc, c'est très important que vous soyez capable de transposer ce que vous avez vu entre les 2 tours et le funambule, le transposer dans un schéma mathématique. Donc là, le schéma mathématique est relativement simple. Triangle ABC, côté A, une longueur A, une longueur B, une longueur C. Votre camarade vous l'a dit tout à l'heure, A, c'est 225 moins 174. Et B, c'est 139. Et toutes ces valeurs sont exprimées en mètres. Voilà. Donc, dans le triangle ABC rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, on a donc C au carré égale A carré plus B carré. Ou alors, vous pouvez l'écrire avec les longueurs sous la forme le segment BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Pas le segment, excusez-moi, le BC, mais la longueur du segment BC. Hein. Donc BC au carré, sans crochet, sans parenthèse, hein, pour parler de la longueur BC. Donc BC au carré est égal à AB carré plus AC carré. Ce qui se traduit également par C au carré égale à A carré plus B carré. Donc, on remplace les valeurs que l'on connaît. Donc, ici, on connaît le petit a qui vaut 51 et le petit b qui vaut 139. Et donc, je vais calculer 51 au carré plus 139 au carré. Alors, si vous avez une calculatrice, là, on n'a pas besoin de mettre trop de détails. Vous trouvez 21 922 pour c au carré. Et donc, pour récupérer le nombre qui au carré donne 21 922,
on va prendre la racine carrée de la réponse et on va trouver environ 148 mètres si on arrondit au mètre près. Alors j'ai précisé, c'est le nombre positif qui au carré donne. Mmh. Pourquoi? Parce que, ben, on calcule une longueur. Donc une longueur, c'est forcément un nombre positif et en fait, des nombres positifs, heu, qui au carré donne 21 922, il y en a qu'un seul, c'est celui-là. Mais on a aussi, hem, si je prends ce nombre-là, pardon, hem, moins racine carrée de, 21 922, ce nombre-là, au carré, va également donner 21 922. Donc, on a bien une longueur négative qui, au carré, donnerait 21 922, mais une longueur négative, ça n'a pas de sens. Donc, on cherche dans ce genre de situation géométrique toujours le nombre positif qui, au carré, donnera 21 922. Donc, on trouve environ 148, donc 148 mètres. Ah, là, j'ai un espace de trop. Au décimètre près, puisque, si on arrondit à un chiffre après la virgule, bah, c'est pas juste, hein. C'est pas juste ce que je dis là. Je reprends, hem, 21 922. Donc si j'arrondis à l'unité, on a bien 148 mètres. Si j'arrondis donc à l'unité, c'est au mètre près. Si on va un peu plus loin, un rang plus loin, on est au décimètre près. Donc si je coupe ici au niveau des dixièmes, le chiffre d'après c'est un 6 et donc on doit rajouter une unité. Donc ça donnerait 148,1 mètres au décimètre près. Donc ici, il faudrait rajouter 0,1 mètre au décimètre près. Donc le funambule parcourt environ 148 mètres sur son câble pour passer d'un immeuble à l'autre en passant par le câble évidemment. Alors, je vois plein de messages là. Alors, si une longueur était négative, ça donnerait quoi? Bah, une longueur négative, ça n'existe pas. Donc, quand tu prends ton mètre pour mesurer une longueur, tu vas toujours obtenir un nombre positif. Donc, c'est une question qu'on ne se pose pas. OK? Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Et s'il y a pas d'autres questions, ben, je déroule ce que j'ai préparé. OK, c'est parfait. Alors, un peu d'histoire. Alors moi, j'aime beaucoup le théorème de Pythagore parce qu'il y a plein de choses à raconter à ce sujet et entre autres, il y a quelque chose qui qui est intéressant, c'est la fameuse corde à 13 nœuds. Alors peut-être que vous la connaissez, vous l'avez déjà rencontrée cette corde à 13 nœuds. En tout cas, les Égyptiens, eux, connaissaient déjà le théorème de Pythagore, mais, ils utilisaient cette fameuse, corde à 13 nœuds. Donc ça fait très longtemps, hein, que cette corde, est exploitée et ça leur permettait de construire un angle droit, dès à partir du moment où ils avaient, 2 2 longueurs de mur, par exemple, où ils voulaient faire un angle droit, ils utilisaient ce type de corde. Donc, au XXe siècle, les maçons utilisaient cette corde pour, créer un angle droit. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, on a vraiment des outils numériques qui sont tellement puissants, que le maçon, il s'embête plus trop avec la corde. Heu, il a soit pour les petites dimensions une équerre, une grande équerre ou alors, on utilise un laser, heu qui va permettre d'avoir des précisions, assez incroyables et du coup, dans la vraie vie des maçons aujourd'hui au XXIe siècle, ça n'est plus utilisé. Mais il y a encore peu de temps, au XXe siècle en tout cas, c'était quelque chose qui était exploité. Alors en quoi consiste cette corde à 13 nœuds? Donc, vous pouvez essayer, hein, vous prenez une corde d'une certaine longueur, peu importe la longueur d'ailleurs, hem
et vous faites un nœud au début et ensuite tous les, je sais pas, on va dire tous les 5 centimètres, vous allez faire un nœud. D'ailleurs, peu importe l'espacement, mais il faut juste garder toujours le même espacement entre 2 nœuds. Donc quand vous arrivez au 13e nœud, vous coupez votre corde et vous avez ainsi votre corde à 13 nœuds. Donc qui dit hop là, pardon, qui dit 13 nœuds dit 12 espaces, parce que si j'ai 3 nœuds, on a 1, 2 espaces. Si j'ai 1, 2, 3, 4 nœuds, j'ai 3 espaces. 5 nœuds, j'ai 4 espaces, et cetera, hein. Donc quand j'ai 13 nœuds, j'ai 12 espaces. Eh ben, quand j'ai 12 espaces, je pourrais très bien les placer de cette façon-là. 3 espaces là, 4 espaces là, 5 espaces là, et là j'ai 4 plus 5 plus 3, ça fait bien 12, hein. On a bien 12 espaces. Donc j'ai réparti mes 12 espaces et donc mes 13 nœuds. Et en fait, le premier nœud et le dernier se rejoignent sur un des sommets. D'accord? Donc, à partir du moment où je tends ma corde sur mon 13e nœud et mon premier nœud, bah, j'aurai ici un triangle rectangle. Pourquoi? Bah, regardez, 5 au carré, ça vaut 25. 3 au carré plus 4 au carré, ça vaut 25 aussi. Et donc, on a bien l'égalité de Pythagore dans cette situation-là. Donc, 3 au carré plus 4 au carré, ça va bien donner 25. Donc, grâce à cette corde, on a respecté l'égalité de Pythagore qui dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des 2 autres côtés. C'est pas évident, hein, cette notion des 13 nœuds, 12 espaces. Et là, on a notre triangle 3, 4, 5. Peut-être que votre professeur vous a déjà parlé du triplet pythagoricien 3, 4, 5. Donc c'est un triplet bien connu, 3, 4, 5. Et tous ces multiples sont des triplets pythagoriciens. Donc j'ai dit 3, 4, 5. Donc si je fais tout fois 2, ça va faire 6, 8, 10. Donc on va vérifier. Attendez, je vais carrément prendre le mode vérif, comme ça on va pouvoir vérifier. Donc j'ai dit 3, 4, 5, on fait tout fois 2. Donc 6 au carré plus 8 au carré, est-ce que c'est bien égal à 10 au carré? Eh bien c'est vrai, hein. 6 au carré c'est 36, plus 8 au carré 64, ça fait 100, et 10 au carré ça fait 100. Donc vous voyez, si vous avez un triplet pythagoricien, 3, 4, 5, vous multipliez par n'importe quel coefficient, par le même coefficient, les 3 nombres, vous obtenez un nouveau triplet pythagoricien. Donc là, j'ai multiplié 3 par 2, 4 par 2 et 5 par 2. Mais si on multiplie 3 par 10, 4 par 10 et 5 par 10, ça va marcher aussi, hein. Par exemple, 30 au carré plus 40 au carré, est-ce que c'est égal à 50 au carré? J'ai pas de doute, c'est vrai. Et donc, vous avez là une multitude de figures géométriques qui sont des triangles rectangles parce que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, en fait, ce qu'on vient de faire, bah, c'est l'autre utilisation du théorème de Pythagore. C'est-à-dire que on a utilisé le théorème de Pythagore pour prouver qu'un triangle est rectangle. Ou pas. Parce que si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, c'est que on n'avait certainement pas de triangle rectangle. Alors, vous connaissez certainement Paul Pogba et son fameux DAB. Et donc, j'avais bien aimé cet exercice qui avait un petit peu voyagé sur les réseaux. Cristiano Ronaldo est jaloux du DAB de Paul Pogba. Il essaye alors de démontrer qu'il n'est pas parfait. Selon l'ouvrage La Déclaration universelle des droits du DAB,
Un dab est parfait si et seulement si les triangles représentés sur la figure ci-dessous sont rectangles. Alors là, j'ai mise de côté la figure. Alors, est-ce que ce triangle est rectangle? Est-ce que ce triangle est rectangle? Donc, vous voyez qu'on connaît les dimensions des 3 côtés des triangles. Alors, vérifiez voir avec votre calculatrice, est-ce qu'on a affaire à des triangles rectangles? Alors, je dirais pas qu'il faille utiliser le théorème de Pythagore, je dirais qu'il faut vérifier si l'égalité de Pythagore est vraie. Ici, là, 30 au carré plus 40 au carré égale 50 au carré, j'ai une égalité de Pythagore qui est vraie, puisque le membre de gauche est égal au membre de droite. Et dans ce cas-là, ça nous assure que le triangle est rectangle. Alors, essayez voir de vérifier pour les 2 triangles que je vous ai proposés là, avec Pogba. Alors, faux. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Milan? Alors, 42 au carré, c'est 1764, oui. À gauche, il est bien rectangle, dit Pascal. Alors, on peut essayer, hein, dans le triangle DEC. Le plus grand des côtés, c'est CE, donc 90 au carré. Est-ce que c'est égal à 72 au carré plus 54 au carré? Ah, il semblerait que ce soit vrai, donc comme l'égalité de Pythagore est vérifiée, c'est que le triangle DEC est rectangle en D. Et Marion, je pense qu'elle parle du triangle FGH. On va faire la même chose avec FGH. 42 au carré, qui est le plus long. 42, c'est la longueur du plus grand côté. Est-ce que c'est égal à la somme des deux autres? Faux. Le membre de gauche n'est pas égal au membre de droite. Donc, le triangle FGH n'est pas rectangle parce que s'il avait été rectangle, on aurait eu l'égalité de vérifier. Très bien. OK. Bon, bah, je crois que vous avez compris le principe. Donc là, j'ai mis la correction pour ceux qui le liront, qui le liront, plus tard ou qui n'ont pas pu être présents cet après-midi et qui, auront raté cette partie-là. OK. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore quand il y a égalité. On invoque la réciproque du théorème de Pythagore pour prouver que le triangle est rectangle. Et quand on n'a pas l'égalité, on dira simplement que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. Alors, comment on fait vérification? Alors, je suis allé peut-être un peu vite, effectivement. Dans la calculatrice, sur l'émulateur de la calculatrice, vous avez le menu. Et dans le menu, vous avez le numéro 6, qui est le menu vérification. Et là, vous pouvez demander si 3 plus 5, c'est bien égal à 9. Et là, il vous dira que c'est non. Mais vous pouvez corriger et lui demander est-ce que c'est bien égal à 8 et il vous dira que c'est vrai. OK. Alors, on peut revenir effectivement à la première diapo, il y a aucun souci. Donc, je reviens rapidement en arrière, hem et on va pas expliquer pourquoi on ne peut pas utiliser, le théorème de Thalès, mais on va, regarder pourquoi dans la situation 2, le théorème de Pythagore, est la solution. Hem, En tout cas, nous permet de trouver la solution. La question, c'est de trouver la longueur du segment AB. Dans le triangle ABC ici, il est rectangle en C, donc je peux appliquer le théorème de Pythagore là-dedans et j'aurai donc la longueur AB au carré qui est égale à AC au carré plus BC au carré. Et comme je connais cette longueur AC et la longueur BC,
je vais pouvoir calculer AB carré. AB carré sera égal à 7,2 au carré plus 9,6 au carré. Donc ça, c'est pour AB au carré. Ah pardon, je suis dans le menu vérif et là, je ne peux pas faire les calculs. Donc, il faut que j'aille dans le menu 1. Je vais refaire 7,2 au carré plus 9,6 au carré. Donc ça, c'est pour la longueur AB au carré. Et donc maintenant, je cherche quel est le nombre dont le carré fait 144. Et donc, je vais faire racine carrée de ma réponse et je vais trouver 12. Donc, AB mesure 12. Et donc, dans la situation 2, c'était la situation pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Ici, pourquoi je ne peux pas utiliser le théorème de Pythagore? Parce que dans le triangle ABC, je ne connais pas BC et je ne connais pas AB. Je connais un morceau de AB. Avec ça, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Alors, ici, dans cette situation 1, je pourrais utiliser le théorème de Pythagore, mais pour calculer juste JB, le troisième côté de ce triangle rectangle KJB. Mais JB, ça ne répond pas à la question posée qui était de calculer la longueur AB. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, je vais faire quelques précisions par rapport au vocabulaire. Effectivement. Donc, quand je fais ce qu'on vient de faire là pour trouver AB égale à 12, j'ai utilisé ce qu'on appelle le théorème de Pythagore ou le sens direct du théorème. Et donc, pour rédiger ça, on va dire ABC est un triangle rectangle en C, je crois. Donc, d'après, je vais juste reprendre ma note pour dire les bonnes lettres. Oui, donc dans ABC rectangle en C, c'est bien ça. J'utilise le théorème de Pythagore. D'après l'égalité de Pythagore ou d'après le théorème de Pythagore, on a AB au carré égale AC carré plus CB carré. Après, on remplace les longueurs qu'on connaît et on trouve la valeur AB égale racine de 144, c'est-à-dire 12. Après, ça, c'était pour la première application, calculer une longueur. Pour la deuxième application qui consiste à vérifier si un triangle est rectangle ou pas, on a deux situations. Soit je vérifie et il y a égalité entre le plus long des côtés au carré qui est égal à la somme des carrés des deux autres. Et dans ce cas-là, je dis d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle CDE est rectangle en D. Et si par contre, comme on l'a vu dans l'autre exemple, le plus grand des côtés n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés, dans ce cas-là, on dira soit que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, ou alors on dira d'après le théorème de Pythagore, ou alors, pour les plus pointilleux, on dira d'après la contraposée du théorème de Pythagore, FGH n'est pas un triangle rectangle. Mais le terme contraposé n'est pas, voilà, n'est pas obligatoire en troisième, loin de là. Et on peut très bien ne pas le dire et contourner l'obstacle de cette façon-là. Alors, la différence entre contraposé et réciproque, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que réciproque, c'est quand il y a égalité, quand l'égalité est vraie. Donc, avec Pogba, c'était le bras gauche. Là, on va utiliser la réciproque parce qu'il y a égalité. Et quand il n'y a pas égalité, on va utiliser ce qu'on appelle la contraposée. Quand il n'y a pas égalité, voilà. Alors après, ça s'appelle la logique mathématique. Expliquer pourquoi on écrit ça de cette façon-là, c'est un tout petit peu complexe et ça n'a pas lieu au collège. On expliquera ça peut-être plus en première ou terminale et encore plus en option que en maths générale. Donc, ce sont des détails de logique mathématique qui n'est pas nécessaire de maîtriser encore. Alors, quand il n'y a pas d'égalité, on ne peut pas parler de réciproque, non. Il faudrait éviter de dire d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. Ça, c'est pas juste mathématiquement. La réciproque, on l'utilisera vraiment
uniquement quand il y a quand l'égalité, elle est vraie. Et quand elle est pas vraie, on dira que d'après le théorème de Pythagore, on peut conclure que le triangle n'est pas rectangle. On évitera de dire réciproque. Ouais, c'est une bonne question, Pascal. Alors, si on a terminé avec Pythagore, si vous avez plus de questions, je vous propose de passer, à l'étude, rapide, du théorème de Thalès. Alors, je dis étude, j'ai bien conscience que vous avez tous des notions de tout ça et l'idée, c'était de faire un rapide retour sur ces notions. J'espère que, c'est pas voilà, vous espériez pas un cours de A à Z, pour traiter, ces 2 théorèmes en 1 heure, hein. C'est le genre de choses qu'on fait sur plusieurs semaines, pour chacun des théorèmes en classe. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre rapidement pour, rafraîchir des idées, pour essayer de comprendre peut-être certaines subtilités et voilà, que les choses soient bien claires. Alors, je vous offre cette, BD, qui vient de mon académie, un prof de maths, qui avait des dons en dessin, nous avait dessiné cette affiche, lors d'un avant les semaines des maths, ça n'existait pas encore, mais il nous avait fait cette belle affiche et c'est mon ami, Yvan Monca qui a colorié tout ça, pour le rendre, un petit peu plus, agréable et du coup, bah, je suis très fier de vous partager ça. C'est pas moi qui l'ai faite, j'aurais bien aimé, mais je la trouve super sympa et puis je vous laisserai la regarder et en fait, ça fait office de cours, puisque tout le théorème de Thalès est résumé dans cette petite BD de quelques bulles et et donc bah, je vous laisserai la regarder. Oui, je le connais. Alors, ben, Thalès, c'est également un vieux de la vieille, hein. Il est né autour de 625 avant Jésus-Christ, donc en Turquie et donc bah, c'est pas tout récent, hein. Ces histoires de d'utilisation des longueurs et des quotients pour, faire des calculs. Donc, vous allez me dire: «Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on étudie ça encore aujourd'hui?» Bah, ce sont 2 théorèmes relativement faciles à comprendre et qui permettent de vraiment, résoudre des petits problèmes de la vie quotidienne et donc ce sont des théorèmes qui sont intéressants à étudier, à comprendre et qui mettent en œuvre quand même pas mal de petites connaissances et du coup, bah, ça s'adapte bien au niveau des élèves de collège parce qu'à la fois on fait des maths, heu, d'un niveau un petit peu, supérieur à ce qu'on pouvait faire avant, en classe de 6 par exemple et du coup, bah, ces théorèmes sont traités à cette période-là pour vous initier un petit peu au raisonnement et à la démonstration. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous proposer, quelques petites applications du théorème de Thalès. Donc pareil, comme pour, le théorème de Pythagore, ça fonctionne exactement de la même façon. Il y a des conditions à vérifier pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès et on va pouvoir en tirer des conclusions. Donc la première application, sous-entend qu'il y en aura une deuxième et effectivement, comme pour le théorème de Pythagore, on va observer 2 applications distinctes du théorème. Donc la première, c'est pour calculer une longueur. Donc par exemple, on a cette situation suivante. On a 2 triangles RSV et RTU avec les points RVU, RS et T alignés, coupés par SV et TU de droite parallèles, avec des longueurs, connues, RU, RT, TU. Petite subtilité, RV égale 1/4 de RU. Calculer les longueurs des côtés SV et RS. Donc là, c'est un exercice typique, de collège ou qu'on pourrait très bien trouver, dans un énoncé de brevet.
Alors, Pascal nous balance une égalité de quotient, RV sur RU égale RS sur RT égale VS sur UT. Alors, Pascal, c'est juste ce que tu dis. Par contre, on ne peut pas écrire ça tel quel, hein. Il faut bien avoir conscience que là, on est dans la rédaction, dans le raisonnement. À partir du moment où on utilise un théorème, comme ici le théorème de Thalès ou comme tout à l'heure le théorème de Pythagore, il y a des conditions à vérifier avant de pouvoir écrire les conclusions. Donc toi, Pascal, tu avais écrit que les conclusions ou la conclusion. Et donc, avant de faire ça, il nous faut dire quelles sont les conditions pour pouvoir utiliser ce théorème. Donc, pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, c'est relativement simple. Il nous faut deux droites séquentes, donc deux droites qui se coupent en un point, coupées par deux autres droites parallèles. Donc ça, on l'a typiquement ici. Deux droites ici qui se coupent en R, les droites VU et ST qui se coupent en R, et coupées par deux droites parallèles, donc les fameuses droites SV et TU, SV et TU qui sont parallèles. Alors, quand on dit RVU et RST sont alignés et dans le même ordre, ça nous permet de dicter cet énoncé, puis on aura tous le même énoncé et on est sûr de parler de la même chose. Donc oui, effectivement, ça nous, si on précise dans quel ordre sont alignés les points, on aura tous le même schéma. Donc, comment est-ce qu'on rédige Pascal était pas loin d'avoir bien fait son travail, hein, mais simplement, cette partie-là est très importante. Je sais bien que pour les élèves, ce qui est important, c'est l'égalité que Pascal a énoncée. Et pourtant, le raisonnement, c'est l'ensemble, hein, pas juste la réponse. La réponse, d'ailleurs, nous importe peu finalement. Ce qui nous importe, c'est comment vous avez rédigé et comment vous avez réussi à convaincre votre correcteur que ce que vous avez fait est logique et bien ordonné. Donc, dans le triangle RUT, on est dans une situation de Thalès avec les droites VU et ST séquentes en un point R, coupées par les deux droites parallèles VS et UT. Donc, on est dans une situation de Thalès coupée par deux droites parallèles. Je peux donc utiliser le théorème de Thalès. Or, d'après le théorème de Thalès, on a donc les trois quotients égaux dont Pascal parlait. Et ensuite, je peux remplacer RV, je le connais, c'est un quart de RU. RU, c'est 16. Donc, un quart de 16 là-haut. Un quart de 16, ça fait 4. RS, on ne le connaît pas. RT, on le connaît, c'est 10. VS, on ne le connaît pas. Et UT, c'est 12. Donc, on remplace tout ce qu'on connaît, pardon. Et on se retrouve avec cette égalité. Et du coup, ici, on voit qu'on connaît 3 longueurs sur 4. Donc, je vais pouvoir calculer très facilement la quatrième, ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle, RS. Donc, d'après l'égalité des produits en croix, 4 fois 10 est égal à RS fois 16. Et donc, RS, c'est 4 fois 10 divisé par 16. On peut également oublier le quotient du milieu. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec 4 sur 16 égale VS sur 12. Et là, pareil, on connaît 3 longueurs sur 4. Et donc, VS, ça sera 4 fois 12 divisé par 16. Décidément, excusez-moi, ma souris clique toute seule. Donc, en simplifiant ces expressions, on trouve RS égale 2,5 et VS 3. Et comme tout est exprimé en centimètres, on a bien des centimètres ici. Alors, on peut dire que RVU et RST sont alignés dans le même ordre. Oui, c'est ça. Ouais. Quand on dit ça, on aura tous le même schéma avec les points placés au bon endroit. Sinon, on pourrait se retrouver avec
des schémas distincts et du coup, pas forcément les mêmes situations à étudier. Donc voilà, première application, utilisation du théorème de Thalès pour calculer une longueur. Donc là, on en a calculé 2 des longueurs, hein, mais ça dépend de l'énoncé. Mais voilà, on explique pourquoi on a le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Donc la condition, vous la connaissez, hein, 2 droites sécantes coupées par 2 droites parallèles. Ça, c'est impératif. Si vous avez ça, vous pouvez invoquer le théorème de Thalès et du coup écrire les égalités de quotient et du coup remplacer les valeurs que vous connaissez pour finir avec des égalités de quotient et donc des égalités de produit en croix où vous pouvez appliquer ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle pour récupérer les valeurs manquantes. Alors, pour ceux qui ont un peu du mal pour écrire l'égalité de quotient que Pascal nous avait tout de suite donné, ce que je vous conseille, c'est de surligner le petit triangle dans une couleur, RVS en rouge par exemple, et RUT en bleu. Et alors, à chaque fois, vous dites la longueur du petit, RV, en rouge. Donc le rouge sur le bleu, RV sur RU. RS, la longueur du petit, donc le rouge sur le bleu, RT. Et le dernier, longueur du petit, le rouge, VS, sur le bleu, UT. Et du coup, vous obtenez cette égalité qu'on appelle l'égalité des quotients du théorème de Thalès. Alors, qu'est-ce qui a été trouvé en premier, Pythagore ou Thalès? Alors, l'égalité de Pythagore est un peu plus ancienne. Elle doit avoir 200-300 ans. Elle a été découverte 200 ou 300 ans plus tôt. Mais les 2 ont plusieurs millénaires d'existence, hein. Donc, ce sont pas de nouvelles propriétés ou de nouvelles théories. Alors que des nouvelles propriétés, tous les jours, on en découvre de nouvelles, hein. Donc, les mathématiques, c'est pas comme le grec, ou le latin, hein. Ce sont pas des langues mortes ou des sciences mortes. Au contraire, les mathématiques, c'est une discipline qui est en plein boom et avec, l'informatique qui est de toujours, de plus puissante, heu, on va de découverte en découverte et donc, le monde de la recherche en mathématiques ne s'est jamais aussi bien porté que ces dernières années. Donc si vous avez l'occasion d'aller écouter, une conférence d'un chercheur en mathématiques, je vous encourage fortement à y participer parce que c'est toujours très, très riche. S'il n'y a pas de questions sur cette partie, du théorème de Thalès pour, calculer une longueur, je vous propose de passer, à ma deuxième application. OK. Bon, il semblerait qu'il y ait pas trop de questions. Donc, je vous propose, hem, de regarder un deuxième exemple, donc pour traiter la deuxième application du théorème de Thalès, qui consiste à prouver que 2 droites sont parallèles. Donc, comme pour le théorème de Pythagore, tout à l'heure, la première application, c'était pour calculer une longueur avec le théorème de Pythagore. On utilisait ce qu'on appelle le sens direct et donc, il fallait comme condition, pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, avoir un triangle rectangle et dans ce cas-là, on était en capacité de calculer une longueur. Avec le théorème de Thalès, c'est pareil. Dans le sens direct, on peut calculer une longueur, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour cela, il fallait avoir, une configuration de Thalès coupée par 2 droites parallèles et dans ce cas-là, on pouvait écrire nos quotients égaux et calculer une longueur. Dans la deuxième application, comme pour le théorème de Pythagore, dans la deuxième application, on doit vérifier qu'on a une égalité, la fameuse égalité de Pythagore. On vérifie si on a l'égalité et du coup, si on a cette égalité, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on pouvait conclure que le triangle était rectangle. Ou si on pouvait vérifier qu'il n'y avait pas égalité, de Pythagore, dans ce cas-là, on concluait que le triangle n'était pas rectangle. Avec le théorème de Thalès, c'est exactement pareil.
dans cette deuxième application, on va observer une situation de Thalès. On ne sait pas si cette situation est, géométrique, est coupée par 2 droites parallèles. On se pose la question et dans ce cas-là, on va calculer les quotients et regarder si ces quotients sont égaux. Si ces quotients sont égaux, on invoquera la réciproque du théorème de Thalès pour conclure que les fameuses droites sont parallèles. Si les quotients ou 2 quotients ne sont pas égaux, dans ce cas-là, on dira que d'après le théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. Donc c'est pour ça qu'il me semblait important de traiter ces 2 théorèmes aujourd'hui en même temps, en parallèle, heu, sans jeu de mots, hem, parce que ça fonctionne ces 2 théorèmes fonctionnent de la même façon. Donc si vous êtes à l'aise avec l'utilisation du théorème de Pythagore, vous serez à l'aise avec l'utilisation du théorème de Thalès ou vice versa. Donc c'est pour ça que si vous êtes en difficulté dans l'un ou dans l'autre, maîtrisez d'abord un des 2 théorèmes dans son utilisation pour l'application numéro 1 et ensuite pour l'application de l'application numéro 2 et ensuite essayez de travailler l'autre théorème. Ça sert à rien d'être en difficulté sur les 2. On va d'abord comprendre comment fonctionne l'un ou l'autre et on appliquera exactement le même raisonnement pour le théorème de Thalès ou pour le théorème de Pythagore, selon lequel on va utiliser. Donc ici, un exemple pour, montrer que 2 droites sont parallèles. On a une situation de Thalès. Pourquoi je dis ça? Bah, parce qu'on a 2 droites sécantes en haut, coupées par 2 autres droites. Ici, on n'a pas d'information. Excusez-moi, la première question, demande en fait, de calculer des longueurs, et c'est seulement dans la deuxième question où, on se pose la question sur le parallélisme. Excusez-moi, je vais un petit peu trop vite là. Je reprends. Heu, Dans cette situation-là, on a l'information que MN et BU sont parallèles. Donc, dans cette situation de Thalès là, avec les droites NB et MU, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès et écrire que OB sur ON égale OU sur OM égale UB sur MN. Et on va pouvoir faire ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'application numéro 1. Ensuite, on va placer le point S et le point T, donc S ici sur le segment MN de sorte à ce que NS fasse 8 centimètres. Donc ici, on va avoir le point S et T sur le segment ON de telle sorte que NT fasse 6,5. Donc on aura le point T ici. Donc on aura un point S et un point T. Donc là, on travaille plus, sur la même, configuration, on travaille sur le triangle NOM et dans ce triangle-là, on n'a aucune information sur, la droite ST et la droite MO. Donc on ne sait pas si ces 2 droites sont parallèles et donc c'est là qu'on va appliquer, la deuxième application du théorème de Thalès pour prouver que 2 droites sont parallèles. On va calculer les quotients NS sur NM. On va regarder NS, c'est 8, NM, c'est 10. Donc d'un côté, on a 8 sur 10 pour NS sur NM et on regarde combien ça fait. Oups, 8 sur 10. Donc NS sur NM égale 4/5. Et après, on va regarder NT sur NO, combien ça vaut. Si on trouve 4/5, bah, on pourra conclure que d'après la réciproque du théorème de Thalès, bah, les droites TS et OM sont parallèles. Si on trouve quelque chose différent de 4/5, on pourra conclure que ces 2 droites ne sont pas parallèles.
Voilà l'autre application du théorème de Thalès, exactement comme on avait tout à l'heure la réciproque de Pythagore et ce que vous appeliez la conséquence de Pythagore. C'est pareil ici, la réciproque de Thalès et la conséquence de Thalès pour prouver que deux droites ne sont pas parallèles. On arrive au bout là de l'atelier. J'aimerais pouvoir répondre aux différentes questions. Donc pas forcément sur cet exercice, mais peut-être sur l'ensemble. En tout cas, je ne sais pas s'il y aura d'autres sessions à venir dans un avenir proche ou pas. Ça, vous faudra rester connecté sur les différents réseaux sociaux, Twitter de, de Casio Éducation ou par mail, hein. Vous serez certainement tenu informé en tant qu'ancien participant. N'hésitez pas à nous faire remonter vos questions via l'adresse mail que je vous ai projetée là, éducation-france@casio.fr. Également, si en reprenant le travail à partir du PDF que je vais vous envoyer, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer et Marine me les transmettra et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des souhaits en particulier sur des notions que vous souhaiteriez travailler plus tard, n'hésitez pas à nous les envoyer. Si on peut, on essaiera de répondre favorablement à votre demande. Donc, pour les réseaux sociaux, vous maîtrisez ça certainement bien mieux que moi. Donc, sur Facebook, Twitter et YouTube, vous retrouvez quelques vidéos de l'équipe des enseignants de Casio Éducation. Et ben voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent cet après-midi. J'espère que j'ai répondu à vos souhaits, à vos espérances. Et puis je vous dis à très vite, hein.